11 février 1990, l'émotion. Le monde entier a les yeux braqués sur le Cap, en Afrique du Sud. Nelson Mandela, symbole de la lutte contre l'apartheid, vient d'être libéré après 27 années de détention. Le prix à payer pour imposer la liberté et l'égalité au régime le plus raciste d'Afrique. Mandela, un homme au destin exceptionnel, un mythe, une icône. Pour raconter cette incroyable aventure humaine, nous avons recueilli les témoignages de biographes, de militants qui l'ont soutenu, mais aussi de politiques et de journalistes qui l'ont rencontré. C'est quelqu'un, vous le regardez et vous dites « Waouh ». Son histoire, c'est pas celle des Noirs d'Afrique du Sud et encore moins des Noirs tout court, c'est celle des opprimés, quels qu'ils soient. Seul Mandela pouvait faire entendre la voix de la raison et de la réconciliation. C'était vraiment un homme adoré dans le monde entier. C'est ça Mandela. C'est le combattant fort, puissant, irrésistible et l'homme de sagesse. C'est devenu une icône vivante et je pense que quand il disparaîtra, ce sera un choc terrible. Guerre contre la barbarie, sacrifice d'une vie pour la liberté, voici l'histoire de Nelson Mandela. « 1938, Kounou, un village de la région du Transkei, en Afrique du Sud. Sur les collines, des huttes et des troupeaux. C'est dans cet univers que grandit Rolihlahla Mandela, un jeune garçon issu de la famille royale du peuple Tambou. Son destin est déjà déterminé par les chefs de sa tribu. Son père est le conseiller du roi, Daline Diembo, et donc lui est destiné à être conseiller du roi. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est même politiquement et psychologiquement d'une importance considérable. Nelson Mandela est issu de cette culture traditionnelle où la parole est très importante. On se réunit le soir, on écoute les anciens. On a aussi très conscience de sa place dans le groupe, dans la communauté. Fort de son statut de futur chef, le jeune Mandela n'aurait donc jamais dû quitter sa campagne natale. Seulement alors qu'il a à peine 10 ans, son père meurt brutalement. Le garçon est alors confié à son oncle, qui n'est autre que le roi de la région. Son oncle remarque que Nelson est brillant et décide de le mettre à l'école, sans savoir que ça va changer complètement le cours de son destin. Et là, c'est sa première rencontre avec le monde blanc. Un monde blanc qui s'est imposé en Afrique du Sud au XVIIe siècle. Le pays connaît alors 2 vagues de colonisation. La première par les Hollandais, baptisés Afrikaners, et la seconde en 1815 par les Britanniques. Depuis leur arrivée, ce sont les Anglais qui dirigent le pays. Un pays où ils font régner la ségrégation raciale entre noirs et blancs. Dans les campagnes sud-africaines, majoritairement noires, les seuls blancs sont des missionnaires. Le jeune Mandela va subir cette ségrégation. Dès son premier jour d'école, le ton est donné. Son institutrice, le premier jour de l'école, lui dit « Ton prénom, Rolihlahla, est trop compliqué à prononcer, tu t'appelleras Nelson, comme le fameux amiral britannique. » C'est une véritable négation de son identité. Mais à l'époque, Nelson Mandela ne se révolte pas. Trop jeune sans doute, et surtout, il est destiné à faire partie d'une élite noire, créée pour servir les Blancs. Pour cela, en 1939, son oncle l'envoie à l'université de Fort Hare, la seule faculté pour noirs de l'Afrique du Sud coloniale. Le jeune garçon est fasciné par l'enseignement qui lui est dispensé. Il prend conscience de valeurs qui sont fondamentalement européennes, qui sont celles de la liberté, de la conscience individuelle et du droit de dire non. Mandela a déjà une vision peut-être un peu plus moderne de son existence, quoi. Et il étudie le droit, il étudie l'histoire. Enfin, vous voyez, c'est dangereux d'apprendre des choses. Ça permet de se libérer parfois d'un ancien monde. Déjà, c'est peut-être la première libération de Mandela, ça. Cet enseignement et ses valeurs humanistes représentent une arme pour Nelson Mandela. Et il ne va pas tarder à la retourner contre ses maîtres. Un blanc lui a dit « Tiens, va m'acheter des cigarettes ». Il avait 18 ans et il lui a dit non. Et ça, personne n'avait jamais osé faire ça. Vous
C'est déjà, je ne suis pas n'importe qui. Il y avait en lui un sens de la dignité ou un désir de rupture ou de rébellion, mais ce n'était pas politique au sens propre. En 1941, un autre incident à l'université va être le détonateur. Nelson Mandela découvre l'injustice dont sont victimes ses frères noirs. Il y avait un intendant blanc qui a très violemment frappé une employée noire des cuisines. Et les étudiants n'ont pas accepté qu'il se conduise de cette façon avec une petite jeune fille, elle devait avoir 16-17 ans, et ils se sont mis en grève. Nelson Mandela prend part aux manifestations aux côtés de ses camarades. Pour l'administration blanche de l'université, ce soulèvement est inadmissible. Tous les grévistes sont renvoyés et soumis à un chantage. Ils peuvent réintégrer la faculté à condition de s'excuser. Mandela, qui ne peut supporter l'idée que quelqu'un décide de son sort à sa place, refuse catégoriquement de faire profil bas devant le principal. Il montrera surtout une force de caractère peu banale, puisqu'il finira par se faire virer de l'université parce que il s'est opposé au directeur de cette université sur une question de principe. Voilà, on a déjà l'homme des principes là. On ne peut pas d'un côté lui apprendre le droit, qui est un droit britannique qui est basé sur des idées d'équité, de justice, de liberté, et de l'autre côté faire le contraire de ce qu'on lui enseigne. C'est complètement contradictoire. Donc, il règle la contradiction à sa manière. Il tranche. En décidant de prendre en main son destin, le jeune homme vient de découvrir le libre arbitre. Une notion qui désormais ne le quittera jamais. Mais définitivement exclu de l'université, Nelson Mandela sait aussi que sa décision va provoquer la colère de son oncle. De retour sur ses terres natales, il redoute sa réaction. Le roi s'est dit, bon, ben, je vais me débarrasser de Nelson, qui est un peu turbulent. On va le marier. Et Nelson dit, on m'a choisi une fiancée qui était un peu grosse et qui n'était jamais sortie de Nkakazweni, ou peut-être même d'un groupe de huttes qui était plus petit encore. Non, il n'est pas question de me marier avec une fille que je n'aime pas. Et c'est vrai qu'il a été capable de se sauver, de ne pas obéir au roi, et qui était quasiment son père, puisqu'il l'avait pris en charge depuis l'âge de 10 ans. Là, le jeune Nelson prend ses clics et ses claques, prend le train pour Johannesburg et disparaît. En septembre 1941, Nelson Mandela l'insoumis débarque à Johannesburg, la capitale économique de l'Afrique du Sud. Des rêves de liberté plein la tête. Il découvre pour la première fois à grande échelle la réalité de l'asservissement des Africains. À l'époque, dans cette ville en plein essor industriel, ce sont plus de 54 000 Noirs qui triment 12 heures par jour et 7 jours sur 7 pour un salaire dérisoire. Les ouvriers travaillent dans des conditions épouvantables dans les mines. Ils sont logés dans ce qu'on appelle des hostels, c'est des grands bâtiments en ciment, des dortoirs, où ils couchent côte à côte, et ils vivent là, séparés des Blancs, dans quelque chose qui n'est pas un bidonville, il ne faut pas confondre, c'est des townships, c'est-à-dire c'est des villes construites par les Blancs pour séparer les Noirs des Blancs. Il côtoie aussi la misère et il voit de très près ce que ça veut dire être un ouvrier noir, un chômeur noir, une femme au foyer noir, les problèmes quotidiens de transport, de nourriture, parce que Johannesburg est déjà une ville très grande. Quand il a vu les conditions sociales réservées à ses frères noirs, pour lui c'était de la révolte, c'était une injustice qu'on ne pouvait pas accepter. Cette confrontation avec la ségrégation de l'Afrique du Sud coloniale marque la naissance de la conscience politique de Nelson Mandela, qui prend alors la décision de se consacrer à la cause de ses frères noirs. Son idéal, c'est la dignité et l'égalité. Libérer son peuple de la servitude, de l'oppression, de la violation permanente des droits les plus élémentaires. Il se projette comme défenseur des droits des Noirs. Il va servir son peuple, comme on dit en Afrique du Sud, my people. Sachant qu'en plus, un peu partout dans le monde, d'autres peuples s'émancipaient
Donc il se dit, mais pourquoi pas nous? Qu'est-ce qu'on attend pour nous émanciper? Mais Nelson Mandela sait qu'à lui seul, il ne peut pas grand-chose. Il faut qu'il rejoigne une organisation politique. En arrivant à Johannesburg, le jeune homme s'est lié d'amitié avec un leader du Congrès national africain, plus connu sous le nom d'ANC. Cet homme, Walter Sisulu, va prendre le jeune militant sous son aile. Il va rencontrer Walter Sisulu, qui est un homme qui n'a pas fait d'études, mais il est engagé, il a une agence immobilière, tout ça, il est engagé politiquement, et il va amener Nelson à la politique. Walter Sisulu, c'est quand même le mentor de Nelson Mandela. Hein. C'est la rencontre avec Walter Sisulu qui a fait qu'il s'est embarqué dans cette affaire, quoi. Il va comprendre que Nelson a un potentiel en lui très important. De par sa prestance physique, il en impose. Il est très grand, il est svelte, il est sportif et il fait toujours très attention à sa mise. Donc il a un charisme déjà à l'époque qui frappe ses camarades. Walter Sisulu voit en Nelson Mandela un futur leader. Mais pour ça, il lui faut un bagage intellectuel. Alors il lui fait reprendre ses études de droit pour qu'il devienne avocat. Commence alors un long apprentissage politique et juridique. Mais Nelson Mandela a rendez-vous avec l'histoire. Un événement va le propulser sur le devant de la scène. À partir de 1948, après la Seconde Guerre mondiale, partout dans le monde, les peuples colonisés reprennent leur liberté et chassent le colonisateur avec violence. En Afrique du Sud, les afrikaners de l'extrême droite, qui craignent la contagion révolutionnaire dans leur pays, prônent un durcissement de la ségrégation. En pleine campagne électorale, leur discours est séduisant. Résultat, le 28 mai, ils balaient le pouvoir britannique et peuvent mettre en application leur politique. Un système d'asservissement sans précédent, l'apartheid. C'était développement séparé, c'est-à-dire chacun chez soi, et les vaches seront bien gardées. Hein. C'était ça. Donc les noirs avec les noirs, les blancs avec les blancs, les métis avec les métis. En fait, ça va figer et institutionnaliser une situation qui préexistait. Il y a la classification des individus, il y a l'habitation séparée, il y a les travaux séparés, il y a des métiers que les Noirs n'ont pas le droit de faire, il y a des études séparées. On n'a pas le droit d'épouser quelqu'un, les mariages mixtes sont interdits. Il commence à y avoir des écriteaux partout, dans les jardins publics, c'est marqué « pas de chiens ». Et en dessous, pas de noirs. Il va falloir produire un pass, le fameux pass, qui est un laissez-passer qui permet aux noirs de circuler dans la ville et d'aller des zones blanches aux zones noires. On était dans une logique complètement folle où on considérait qu'un noir n'avait pas les mêmes droits qu'un blanc. Qu'un noir était presque un animal, je veux dire. Ces 200 lois, en fait, organisent et brident la vie de tous les individus, même au sens le plus intime et le plus personnel. Pour Nelson Mandela et les autres jeunes militants de l'ANC, ce durcissement du régime est intolérable. Ils ont à peine 30 ans, ils sont quelques centaines et pour la première fois, ils se lèvent contre l'oppression. Pour eux, c'est le moment de passer à l'action de masse en organisant des manifestations pacifiques. Le but, tenter de faire plier le gouvernement. Mandela, lui, considère qu'il faut faire une sorte de front commun de tous ceux qui veulent lutter contre l'apartheid. Il utilise des techniques de non-violence. Et c'est ce qu'on appelle les campagnes de défi, c'est défier le système. Les premières actions, c'était le boycott des bus d'Alexandra, le quartier où il vivait, sachant que le prix du ticket avait augmenté de façon incroyable. Et il a dit, bah, écoutez, on va se mettre en grève, on va plus prendre le bus. Voilà. Et donc les patrons blancs vont bien être embêtés. Toujours en première ligne des manifestations, Nelson Mandela fait forte impression. Il se voit alors confier de plus en plus de responsabilités au sein de l'ANC, mais surtout il commence à se faire une réputation auprès de la communauté noire. Il y a un film qui le montre d'ailleurs, marchant toujours remarquablement habillé, avec des costumes bien coupés, une cravate et tout, et il se promène dans les taudis des townships et même des bidonvilles pour mobiliser les gens et tout. Il est déjà une personnalité en vue de l'Afrique du Sud noire. Parce qu'il est généreux, parce qu'il est prêt à se battre, parce qu'il se lève à 5 h du matin et il se couche à 1 h du matin,
parce qu'il est tout le temps en train de se battre. Et c'est comme ça qu'il va commencer à avoir une petite célébrité médiatique en Afrique du Sud. Plus rien ne semble devoir arrêter l'ascension du jeune militant, si ce n'est sa femme, une fille de sa tribu qu'il a épousée à son arrivée à Johannesburg. Elle voudrait qu'il mette fin à son engagement pour se consacrer à sa famille. En fait, il ne s'entend pas avec sa première femme, Evelyne Massé, qui est une infirmière, et qui est témoin de Jéhovah. Et être témoin de Jéhovah à l'époque veut dire ne pas s'impliquer en politique. Et il ne peut pas accepter que sa femme reste à l'écart de ses activités politiques et même ait un œil critique sur son engagement. Et il ne s'entend pas avec elle, et puis il a des aventures extra-conjugales jusqu'à ce qu'il rencontre Winnie Mandela, qui va complètement transformer sa vie. Il raconte qu'un jour il l'a vue à un arrêt d'autobus, elle était tellement belle qu'il s'est arrêté. Et là, il va divorcer pour le coup, pour pouvoir se marier avec Winnie. Elle a toujours été très fidèle à Nelson Mandela et toujours en accord parfait avec son combat politique. Quand Winnie se marie avec Nelson Mandela, elle est très consciente qu'elle se marie avec une cause, et pas seulement avec un homme. Et elle va accepter d'en payer le prix. Et le prix est élevé. Mandela consacre toute sa vie à la lutte, y compris son activité professionnelle, car il vient d'ouvrir un cabinet juridique après plus de 10 ans d'études. Premier avocat noir d'Afrique du Sud, il a pour client toutes les victimes de l'apartheid. Il défend des dossiers simples, de gens simples. D'ailleurs, il y avait toujours la queue dans l'escalier qui montait au cabinet d'avocats. Il épate un peu les juges blancs qui sont au tribunal. On le taxe de noir arrogant, parce qu'il est sûr de lui, parce qu'il dégage une grande confiance en lui, qui déstabilise ses interlocuteurs blancs, qui ont plutôt l'habitude d'avoir affaire à des noirs un peu serviles. Nelson Mandela, non. Il n'est soumis à rien. Donc, il gêne déjà. Il va commencer à être un des points de mire du pouvoir parce qu'on comprend qu'il prend des responsabilités de plus en plus importantes. Les autorités cherchent alors par tous les moyens à museler ce révolutionnaire, à l'esprit beaucoup trop libre à leur goût. On lui interdit de prendre la parole en public, on lui interdit ceci, on l'arrête. Parce qu'il y a cette espèce de harcèlement des responsables politiques dans une lutte qui monte petit à petit, parce que l'apartheid, qui est un système aberrant, ne peut exister, ne peut se maintenir que par la violence. Une violence aveugle qui va se manifester de plus en plus souvent jusqu'au drame du 21 mars 1960. Ce jour-là, à Sharpeville, des milliers de Noirs manifestent pacifiquement contre les lois injustes de l'apartheid. La foule de manifestants s'est rassemblée autour d'un poste de police. Les policiers se sont sentis menacés. Il y en a un qui a commencé à tirer, tous les autres ont tiré, et ça a été un carnage. C'était 60 morts suite à une manifestation pacifique. Les policiers n'ont pas hésité à tirer comme ça, à bout portant, sur les femmes, les enfants. Ça a bouleversé, choqué effectivement tous les leaders de l'ANC. C'est un tournant historique dans l'histoire de l'Afrique du Sud de l'époque, et plus rien n'est envisageable de la même manière après. Le gouvernement, qui a peur que le pays s'enflamme, impose alors la loi martiale et interdit purement et simplement l'ANC. Nelson Mandela en est persuadé, ce n'est plus qu'une question de jours avant qu'on vienne l'arrêter. Pour pouvoir continuer le combat, il n'a d'autre choix que d'entrer dans la clandestinité. Un matin d'avril, il laisse Winnie et ses 2 filles en bas âge sans se retourner. Il est désormais un homme traqué. Dans les jours qui suivent, il va basculer dans l'action directe. Nelson Mandela vit désormais comme un clandestin. Il donne alors sa toute première interview télé depuis l'une de ses cachettes. Mandela déclare la guerre au gouvernement de l'apartheid. Ces mots vont faire l'effet d'une bombe. There are many people who feel that the reaction of the government to our stay at home, ordering a general mobilization, arming the white community, arresting 10,000s of Africans, the show of force throughout the country,
notwithstanding our clear declaration that this campaign is being run on peaceful and non-violent lines, close the chapter as far as our methods of political struggle are concerned. Pour lui, c'est clair, la réponse doit être plus dure. Et il va faire partie des gens qui ont mené l'ANC à une transformation radicale. Il pense qu'en dehors de la lutte armée, on ne s'en sortira jamais. Que la violence est telle contre eux que s'ils continuent à utiliser la non-violence, ils s'en sortiront jamais. Et donc, il crée un mouvement Umkhonto we Sizwe, MK, qui veut dire le fer de lance de la nation. Et Umkhonto devient un mouvement qui organise la lutte armée. Et pour mettre en œuvre cette lutte armée, Mandela conçoit des campagnes de sabotage qui visent les cibles symboliques de l'apartheid. Il dira à ses troupes, attaquons-nous aux biens matériels, transport, lignes de chemin de fer, autres équipements, mais pas aux personnes. C'est un point extrêmement important, des zones de respect de la vie. C'était seulement pour frapper un grand coup et faire peur aux autorités politiques et les obliger à venir à une table de négociation. Pour soutenir sa stratégie de lutte armée, Nelson Mandela a besoin de fonds et de connaissances militaires. Alors en pleine décolonisation, il décide de quitter clandestinement l'Afrique du Sud pour aller se former à la guérilla auprès des pays africains qui viennent de prendre leur indépendance. Tanzanie, Éthiopie, Nigeria, Sierra Leone, à chaque étape, il subit un entraînement militaire. Et surtout, il va accomplir un véritable voyage initiatique. Quand Mandela, en 62, fait un grand voyage dans toute l'Afrique, où il rencontre les chefs d'État africains, il découvre l'autre Afrique, une Afrique qui n'est pas l'Afrique du Sud, où les colons sont en train de s'en aller ou sont déjà partis. Il est étonné de voir qu'il y a des pouvoirs politiques noirs partout, presque partout. Dans une des premières villes africaines où il s'arrête, il descend d'avion, il va en ville et il s'assoit à une terrasse. Et il y a des noirs et des blancs, et il y a un garçon blanc qui vient de servir, et c'est la première fois de sa vie qu'il comprend qu'il n'est pas un noir discriminé, ségrégué, mais qu'il est un consommateur comme les autres. Mais lui, c'est la première fois qu'il vit une chose comme ça. Voyez. Il réalise que la liberté est déjà quelque chose de concret ailleurs. Ça va le motiver pour de longues années. C'est donc plein d'espoir que Nelson Mandela rentre en Afrique du Sud où il compte bien mettre à profit les enseignements de son voyage. Mais à peine arrivé, il est arrêté par la police qui le traque depuis qu'il a déclenché la lutte armée. Nelson Mandela représente au moment de son arrestation l'ennemi public numéro 1. L'homme qui nargue les autorités, qui se faufile partout depuis 2 ou 3 ans, qui va et qui vient, qui sort des frontières du pays, qui revient. Tout le monde sait ce que fait Nelson Mandela à l'époque. Donc les policiers lui mettent la main dessus et ne vont plus le lâcher. C'est un coup dur pour l'ANC. L'organisation perd le leader de sa branche armée. Octobre 1962, ouverture du procès de Mandela. Tous les médias de l'époque couvrent l'événement. Alors pour marquer les esprits, l'ennemi public numéro 1 décide de créer la surprise en arrivant au tribunal en costume africain. Il a le sens du symbole. Il a le sens du symbole. Il sait que quand il se rend à son procès, avec la peau de léopard traditionnelle qu'il a tenue Kossa, il parle aux Africains et il parle aussi à ses adversaires. Il refuse l'assimilation, il refuse l'oppression, il refuse les codes. Et il a un langage d'homme libre dans une tenue d'homme libre. Grâce à ce coup d'éclat, Nelson Mandela est plus populaire que jamais auprès de la communauté noire. Alors quand il est condamné à 5 ans de prison, ça ne suffit pas au gouvernement qui va tout faire pour trouver un moyen plus définitif de le mettre hors d'état de nuire. Et l'acharnement de la police va finir par payer. On va découvrir dans une autre cachette à Johannesburg, dans une ferme qui s'appelle Lilies Leaf, un plan collectif de lutte armée avec des calendriers. Et on va arrêter tout l'état-major de l'ANC dans une rafle. Et donc tous ces gens vont rejoindre Nelson Mandela en prison. Les documents saisis portent la signature de Mandela. Il n'en faut pas plus pour qu'un nouveau procès se tienne à Pretoria.
Cette fois, le leader, déjà en prison depuis quelques mois, est accusé de haute trahison. Il risque la peine de mort aux côtés de tous ses camarades de lutte. Jamais résigné, Nelson Mandela imagine alors un dernier affront au régime de l'apartheid et prend lui-même la parole à la fin du procès. Un discours dont il n'en reste aujourd'hui qu'une trace audio. During my lifetime, I have dedicated my life to this struggle of the African people. It is an idea for which I hope to live for and to see realized. But my Lord, if it needs be, it is an idea for which I am prepared to die. Je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir. Et c'était vrai, il était prêt à mourir. Et en même temps, c'était une manière de montrer au juge qu'il était innocent, qu'il était fier de sa cause, de son peuple. C'est une façon de s'exaucer au rang d'un héros légendaire, d'un héros mythique, d'un héros de tragédie antique. C'est une grande intelligence émotionnelle, c'est un grand contrôle de ses propres émotions, un grand sens de l'histoire, un grand sens du symbole et la certitude inébranlable qu'il est dans le combat juste. En mettant sa vie en balance, Nelson Mandela devient un héros pour les Noirs sud-africains. Mais surtout, si les juges l'envoient à la potence, le héros devient un martyr. Et ça, les autorités ne peuvent se le permettre. Elles optent donc pour la clémence. Et finalement, contre toute attente, il n'a pas été condamné à mort, il a été condamné au bagne, à perpétuité, mais il a sauvé sa tête. Life. Et au port du tribunal, il y a des images de Winnie qui est sonné et tout le monde crie life, life, comme un cri de soulagement. Ils ne sont pas condamnés à mort, life, ça veut dire qu'ils vont vivre. Avec cette condamnation à perpétuité, les autorités pensent faire taire Nelson Mandela. Mais rien n'entame sa détermination. Dès son arrivée à la prison de Robben Island, un bagne situé sur une île au large du Cap et aux conditions de vie inhumaines, il va continuer à se battre pour la liberté et l'égalité de ses frères noirs. Il reprend son rôle de leader naturel auprès des autres prisonniers. Nelson Mandela en prison lit beaucoup, il lit tout ce qui lui tombe sous la main, et il écoute beaucoup, et il parle beaucoup, il partage beaucoup. Nelson Mandela, c'était un bourreau du travail. C'était toujours avec lui, étudier, étudier, étudier. On ne mène un combat que si on est éduqué. Le bagne de Robben Island s'appelle l'université chez les membres de l'ANC. On ne dit pas Robben Island, on dit the University. Donc les jeunes militants qui arrivaient un petit peu tout fous, je dirais, en sortaient beaucoup plus avisés et beaucoup plus dangereux pour le régime. Et Mandela va aller encore beaucoup plus loin dans sa réflexion. En observant jour après jour les gardiens, il se rend compte qu'ils s'adressent toujours aux prisonniers en anglais, mais qu'entre eux, ils ne communiquent qu'en afrikaans, la langue des premiers colons néerlandais. Mandela a alors l'idée d'apprendre cette langue. Son travail, c'était effectivement de comprendre, parce que dans la lutte, pour lui, pour battre l'ennemi, il faut le comprendre. Si vous ne le comprenez pas, si vous ne savez pas son mode de pensée, vous n'allez jamais pouvoir le vaincre. Et en plus d'apprendre la langue de ses bourreaux, Nelson Mandela va aussi s'intéresser à leur histoire. Il réalise que la colonisation de l'Afrique du Sud, qui date du XVIIe siècle, est beaucoup trop ancienne pour imaginer obtenir l'indépendance de son peuple en chassant simplement les afrikaners du pays. Les afrikaners n'ont pas de passeport de retour dans leur poche. Et si ça chauffe en Afrique du Sud, il n'est pas question de retourner en Hollande. Ils ont coupé les ponts avec les Pays-Bas depuis très longtemps. Ces gens se sont installés et c'est un voyage sans retour. C'est pour ça qu'ils s'appellent afrikaners, parce qu'ils se définissent eux-mêmes comme des Africains. C'est une tribu. Les afrikaners, c'est un peu la tribu blanche de l'Afrique du Sud. Donc Nelson Mandela comprend tout ça. Pour la première fois, le leader de l'ANC se rend compte que son idéal d'égalité ne pourra se faire que dans une nation où cohabiteront de manière pacifique Sud-Africains, Noirs et Blancs. Et naturellement, il va mettre en pratique sa théorie en s'intéressant à son gardien de prison,
un afrikaneur du nom de James Gregory. Son geôlier au début se comportait comme un geôlier, entraîné par les forces de l'apartheid, donc méprisant et tout. Et Mandela, il posait des questions, il leur demandait des questions sur leur famille, il leur posait des questions. Et un jour, Mandela a appris que son geôlier, donc, avait perdu un fils dans un accident de voiture. Mais il se trouvait que Mandela aussi avait perdu un fils dans un accident. Et donc, cette douleur commune les a réunis et ils sont devenus très amis. Les conditions de vie de Nelson Mandela s'améliorent en prison grâce à son empathie. Mais à l'extérieur, le régime de l'apartheid resserre les taux. En 1976, une nouvelle loi va plonger le pays dans le chaos. « 16 juin 1976, il est 8 h du matin. La nouvelle vient de tomber à Soweto, le plus grand township de Johannesburg. Le régime de l'apartheid impose sa propre langue, l'afrikaans, comme langue d'enseignement. Dans quelques heures, toute la zone sera à feu et à sang. On veut qu'ils fassent leurs études en afrikaans et non pas en anglais. C'est leur couper toute possibilité d'un travail un peu plus intéressant. Puis en plus, l'afrikaans, c'est la langue des afrikaners, c'est la langue des oppresseurs, donc on n'en veut pas. Lorsque les jeunes descendent dans la rue, la police ouvre le feu. Et en 3 jours, on a plus de 300 morts, des gamins qui sont en uniforme scolaire, les filles avec des petites jupes plissées et des chemisiers blancs, et la police harnachée avec vraiment comme un état de guerre face à des gamins désarmés. Cette photo de Hector Peterson, ce jeune garçon de 13 ans qui a été tué par la force de police, a fait le tour du monde. Et là, on ne pouvait pas rester... on ne pouvait pas dire, mais l'apartheid, c'est pas si mal que ça. C'était pas possible. Quand un régime, quel qu'il soit, tire sur des écoliers, parce que c'était quand même des gamins, il y a un moment donné où trop c'est trop, quoi. C'est pas possible. À l'ONU, où un comité spécial contre l'apartheid a été créé dans les années 60 pour surveiller l'évolution du régime de l'Afrique du Sud, on comprend que la répression n'a désormais plus de limites. On craint même pour la sécurité des leaders de l'ANC emprisonnés à Robben Island. Un rapport accablant sur les conditions de vie de la prison est publié. Déjà montré du doigt pour le massacre de Soweto, le régime décide d'ouvrir les portes du pénitencier à une trentaine de journalistes pour calmer les esprits. Pierre Aski, alors correspondant de l'AFP à Johannesburg, fait partie du voyage en janvier 1977. Et là, on nous promène dans une prison qui vient d'être repeinte, tout est beau, tout est ripolliné. Mais on voit effectivement ces hommes qui avaient été totalement enlevés de la lumière depuis de très très longues années. On voit Nelson Mandela et tous ses compagnons en train de jardiner, en tenue de travailleurs, non pas de forçats, mais de travailleurs. Les journalistes ont interdiction de communiquer avec les prisonniers. Alors tous guettent le moindre geste de Mandela qui pourrait leur en dire plus sur son état. C'était quelqu'un qui surnageait par rapport aux autres. Il avait une tête de plus que tout le monde. Il était physiquement imposant. Le fait de ne pas pouvoir lui parler ne nous permettait pas de savoir s'il était en bonne santé, s'il était psychologiquement fort. Mais en tout cas, physiquement, il l'était toujours. En arrivant au Cap, on a une conférence de presse du ministre de l'Intérieur de l'époque. On lui demande est-ce que vous allez libérer Mandela et ses prisonniers, et il nous répond en Afrique du Sud, la prison à vie dure toute la vie. En clair, le régime n'est pas prêt à céder à la pression. Seulement dans les années 80, partout dans le monde, les leaders de l'ANC en exil agissent sans relâche pour dénoncer l'apartheid et nuire à l'économie de l'Afrique du Sud. Il y a des mouvements un peu partout dans le monde. En France, il y a un mouvement qui s'appelle la campagne anti-Outspan. Outspan, c'est la marque des oranges
sud-africaine. Et donc, à travers la France, on lance des campagnes pour boycotter les oranges qui viennent d'Afrique du Sud. Il y a eu le boycott des rencontres sportives. On refuse de jouer avec les Springboks, l'emblème du sport sud-africain, cette équipe de rugby extraordinaire. On ne joue pas avec vous tant qu'il n'y aura pas de joueurs noirs dans votre équipe, on n'en veut pas. Bon, ça c'est formidable. Ça marque l'opinion publique. Hein. Concerts, boycotts, manifestations et pétitions. Grâce à toutes ces initiatives, plus personne n'ignore ce qu'est l'apartheid. Mais surtout, le monde entier a découvert un visage, celui de Nelson Mandela. Le héros de la lutte devient une icône planétaire. Comme toujours dans ces luttes, il faut un symbole, il faut un fédérateur, un ciment, et le personnage de Mandela, qu'effectivement, quasiment personne ne connaissait. Pendant toute mon enfance, j'ai vu le visage de Mandela sur le chemin de l'école. Et donc, c'était un visage de lutteur, oui, c'était un visage assez épais. Tous les jeunes qui manifestaient n'étaient pas nés quand Mandela était rentré en prison. Ils agissaient en se référant à un mythe. Et c'est vrai qu'on s'est trimballé dans toutes les rencontres avec un portrait de Mandela qui datait de ses jeunes années. Nelson Mandela, qui depuis le début des années 80 a le droit de recevoir des nouvelles de l'extérieur, découvre peu à peu cette mystification. Au début, il n'est pas très pour qu'on fasse de lui l'icône de la lutte anti-apartheid, parce qu'il sait qu'il n'est pas seul et que beaucoup d'autres se sont sacrifiés aussi. Mais finalement, comme il comprend que c'est ça qui marche, et qu'en termes d'image, de communication, de symboles, ça marche, il y va. En devenant une icône à travers le monde, Nelson Mandela n'a jamais été aussi dangereux pour le régime de l'apartheid. L'opinion internationale se dresse contre l'Afrique du Sud. Le héros est en détention, réduit au silence, mais rien n'arrête le mouvement. Pour désamorcer la bombe, les autorités tentent une ultime manœuvre, le chantage. Le régime de l'apartheid tente de trouver des solutions de compromis qui lui sont favorables et propose à Mandela de le libérer contre sa retraite politique. On lui a proposé 20 fois, 50 fois de le libérer à condition qu'il abandonne la lutte et qu'il retourne s'installer dans le Transkei. Il a toujours refusé. Un refus qu'il formule dans un discours qu'il fait lire à sa fille Zinzi dans un stade comble à Soweto le 12 février 1985. I cannot sell my birthright, nor am I prepared to sell the birthright of the people to be free. I cannot and will not give any undertaking at a time when I and you, the people, are not free. Your freedom and mine cannot be separated. I will return. Enflammés par ce discours, les nouvelles générations de militants anti-apartheid renforcent leurs protestations à travers tout le pays. Le gouvernement, dépassé par les événements, instaure l'état d'urgence dans l'espoir de rétablir le calme. L'état d'urgence, ça veut dire que le pays devient en fin de compte une vaste prison. Puisqu'il y a le couvre-feu, puisque tous les rassemblements sont interdits, la presse est censurée. Ça n'empêchait pas les gens de protester. Au contraire, les gens plus il y avait de répression, plus les gens étaient militants. Donc, le pays devenait ingouvernable. Noir comme blanc, on a envie de sortir de là. C'est l'époque où les jeunes blancs commencent à faire des voyages partout, en Amérique, en Europe. Et ils sont fatigués de se faire montrer du doigt partout comme des racistes absolus. Il y a une sorte de ras-le-bol général après des décennies de chaos et de répression. Et puis économiquement, vous savez, c'est très bien de mettre la police et l'armée dans tout le pays, mais ça coûte très cher. Et c'est l'argent qui sera le levier de la liberté. Cette même année 1985, poussée par leur opinion publique, les États-Unis et l'Europe annoncent l'arrêt de toute relation économique avec le régime de l'apartheid. Le pays est alors contraint de vivre en autarcie, une situation qui ne fait qu'empirer jusqu'en 1989. L'Afrique du Sud est au bord de l'asphyxie. Un nouveau président prend la tête de l'État. Il s'appelle Frédéric de Klerk et il a compris qu'il doit trouver un moyen pour lever l'embargo qui paralyse le pays. Et pour ça, il doit faire un geste symbolique, tendre la main à l'ennemi de toujours. Le 2 février 1990, à la surprise générale,
le président fait une annonce inespérée. I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. Le 11 février 1990 à 15h15, Nelson Mandela, 72 ans, franchit les portes de sa prison au Cap. À ses côtés, son épouse Winnie qu'il tient par la main. Après 27 années de captivité, le leader du peuple est enfin libre. On se souvient tous d'avoir vu Nelson Mandela marcher le poing levé, sortir à pied de la prison, radieux, vieilli mais radieux. Ce jour-là, on était scotchés au poste de télévision, c'est sûr. On était scotchés, on avait la boîte de Kleenex à côté parce qu'on pleurait comme des madeleines. Et j'ai le souvenir de sa démarche féline et formidablement élégante, souple, comme s'il n'avait pas souffert. Nelson Mandela est acclamé par la foule jusqu'au centre du Cap. Une heure plus tard, au balcon de l'hôtel de ville, il prononce son premier discours d'homme libre. I greet you all in the name of peace, democracy and freedom for all. I stand here before you not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. Tous les yeux sont braqués sur l'Afrique du Sud et tout le monde s'interroge sur les intentions de Nelson Mandela. Les centaines de journalistes présents sur place se battent pour obtenir des révélations sur ses projets. L'une des premières à l'interviewer, c'est Martine Laroche-Joubert, grand reporter pour Antenne 2. La journaliste va trouver un prétexte pour l'approcher en allant chercher sa sœur à la campagne et en la ramenant à Johannesburg. Et je suis allée à Soweto, dans la petite maison où était Mandela, et à 5h30 du matin, parce que je savais qu'il se levait très très tôt, j'ai tapé à la porte, on m'a ouvert, Mandela est sorti, il a vu sa sœur, c'était incroyable. Être en prison est quelque chose de grave. J'ai perdu 27 ans, mais en même temps, j'ai pu m'asseoir, réfléchir, et sur ce plan-là, j'ai beaucoup gagné. Ah, écoutez, il m'a dit, je vais vous dire un secret, dans la vie, il ne faut jamais lutter contre les hommes, il faut lutter contre les systèmes. Et le système, Nelson Mandela est sur le point de le révolutionner. Il a compris que Frédéric de Klerk l'a fait sortir de prison pour faire lever les sanctions qui pèsent sur le pays. Il est donc en position de force pour obtenir au plus vite l'abolition de l'apartheid et réaliser son idéal de nation multiraciale. One of the things I'm going to urge on him is to abandon the concept of group rights or minority rights without any reservation. Mais alors que Nelson Mandela est sur le point de faire aboutir ses revendications, il est éclaboussé par un scandale. Winnie, sa femme adorée, est accusée d'être complice d'un assassinat perpétré par ses gardes du corps dans sa propre maison. La victime est un jeune noir de 14 ans dont le seul crime était d'être homosexuel. Les 27 années d'emprisonnement de son mari ont transformé la gentille épouse en militante radicale. Winnie, franchement, elle en a pris plein la gueule, Winnie, vraiment. Et ça l'a amenée à prendre des positions extrêmes et à faire des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. La presse aux mains du pouvoir blanc s'empare aussitôt de l'affaire pour discréditer Nelson Mandela. C'était magnifique, en une. Hein. On disait Winnie Mandela accusé de meurtre, c'était une belle une, quoi. C'était tellement énorme que c'était bien pour la presse. Pendant ce temps-là, on ne parlait pas des choses de fond. Mandela, la mort dans l'âme, est contraint de demander le divorce pour ne pas entacher sa réputation. Et le leader du peuple n'est pas au bout de ses tourments. Le 30 juin 1991, Frédéric de Klerk, acculé,
lui concède enfin l'abolition de l'apartheid. Une décision qui provoque une vague de peur chez les Blancs qui craignent d'être chassés du pays. Alors le président va tenter une dernière manœuvre pour essayer de garder le pouvoir malgré tout. De Klerk va inciter l'Inkatha, le parti noir zoulou opposé à l'idée d'Afrique du Sud multiraciale, à s'en prendre aux militants de l'ANC pour provoquer une guerre civile. Le but, affaiblir Nelson Mandela et son discours rassembleur. Le pouvoir blanc tente des manœuvres pour affaiblir ses opposants. Il lâche notamment des milices zoulous qui viennent semer la terreur dans les townships, notamment à Johannesburg. Il y a des centaines de morts dans ces affrontements incroyables. On a découvert que les massacres entre ANC et Inkatha étaient en fait payés par le gouvernement de Klerk en sous-main pour foutre la pagaille et pour faire déraper les négociations. Mandela a tapé sur la table en disant maintenant ça suffit comme ça, ou on négocie in good faith, de bonne foi, ou on ne négocie plus. Parce que ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas massacrer mon peuple et négocier avec moi, ça va pas, ça. Démasqué, De Klerk n'a plus aucun moyen de faire durer plus longtemps l'hégémonie blanche. Il accepte enfin d'organiser les premières élections libres d'Afrique du Sud. Tous les sacrifices de Nelson Mandela portent enfin leurs fruits. Il est même récompensé par la communauté internationale qui lui attribue le prix Nobel de la paix le 15 octobre 1993. Ce jour-là, en signe d'apaisement, il partage le prix avec son ennemi d'hier. C'est un prix Nobel qui a fait couler beaucoup d'encre, qui n'a pas été admis très facilement, parce que beaucoup trouvaient quand même que c'était faire beaucoup d'honneur à De Klerk. Mandela a beaucoup insisté pour que ce prix soit partagé, parce que c'était dans sa ligne de conduite. Mandela a voulu associer les Blancs à l'issue heureuse de ces négociations, parce que il savait très bien qu'il y avait un problème de confiance au niveau de la population blanche. On ne rejette pas l'ennemi à la mer, mais on partage avec lui et on ouvre une nouvelle page de notre histoire, mais ensemble. Grâce à l'acharnement de Mandela, le 27 avril 1994, ce ne sont plus seulement 4 millions de Blancs, mais 50 millions d'Africains qui se rendent aux urnes pour élire leur nouveau président. Pour tous les Noirs dont le seul droit jusqu'à présent était de se taire, c'est un moment historique. Aux quatre coins du pays, tous les bureaux de vote sont pris d'assaut. Il y avait des files d'attente d'électeurs sur des kilomètres. Les gens s'étaient levés à 2 heures du matin pour être sûrs de pouvoir voter. C'est là que le miracle se produit. Les élections se passent sans heurts, les Blancs et les Noirs votent ensemble pour la première fois. Imaginez des gens qui ne savent ni lire ni écrire, qui n'ont jamais voté de leur vie et qui vont voter. Enfin, Mandela, il a voté à 75 ans pour la première fois de sa vie. Mais il y avait plein de gens comme lui. C'était absolument extraordinaire. Jacqueline Derens, militante anti-apartheid de la première heure, assiste aux élections en tant qu'observatrice de l'ONU. Elle appréhende alors de manière concrète à quel point la population noire a été maintenue dans le dénuement depuis des siècles. Il y avait une grand-mère qui venait voter. Je veux aider la grand-mère et très, très stupidement de ma part, je lui donne le crayon, je lui dis vous faites une croix. J'avais oublié quelque chose. Quand on n'a jamais tenu un crayon, on ne sait pas faire une croix. C'est un peu le souvenir qui vraiment m'a marqué. Le résultat des élections est historique, lui aussi. L'ANC de Mandela obtient 63% des suffrages. L'espoir d'une vie meilleure pour les Noirs prend enfin corps quand il fait sa première apparition en tant que chef d'État devant des milliers de Sud-Africains en liesse. C'est le premier président noir de l'Afrique du Sud libre, démocratique. Et on n'ose pas dire indépendante pour ne pas froisser les Blancs, mais indépendante. C'était au fond le symbole de l'émancipation d'un peuple qui avait subi des siècles de ségrégation et de discrimination. Donc c'était d'une puissance inouïe. We have tried in the effort to implant hope in the breasts of the millions of our people. We enter into a covenant that we shall build a society in which all South Africans, both black and white, will be able to walk tall without any fear
in their hearts, assured of their inalienable right to human dignity, a rainbow nation, at peace with itself and the world. Une nation arc-en-ciel, de toute façon, elle est très belle. C'est une nation, évidemment, où il n'y a pas de distinction de droits et de devoirs selon que l'on est noir, métis, blanc ou autre chose. La nouvelle constitution commence par ces mots. L'Afrique du Sud appartient à tous ceux qui y vivent, noirs et blancs. On ne remplace pas la domination blanche par la domination noire, on crée une démocratie multiraciale. Pour réaliser cette nation arc-en-ciel, Nelson Mandela va mettre en œuvre un système inédit qui vise à guérir les blessures du passé et permettre aux ennemis d'hier de vivre ensemble. C'est ce qu'il appelle les commissions vérité et réconciliation. C'était pas vérité et règlement de compte, vérité, c'était vérité et réconciliation. Ça veut tout dire, ça. Les bourreaux d'hier sont invités à venir reconnaître leurs crimes et si leurs aveux sont sincères, ils sont absous. Et vous avez des scènes inimaginables qui se déroulent où des gens disent voilà, j'ai tué un tel, j'étais dans la police politique et j'ai tué un tel. Les parents de cette personne sont dans la salle et tout le monde s'embrasse à la fin. C'était à la télévision, cette commission Vérité et Réconciliation. Il y a beaucoup de Sud-Africains qui ont découvert ce qui se passait dans leur pays parce que le régime d'apartheid mentait, cachait ce qui se passait. Mais passé l'euphorie de ces victoires symboliques, le nouveau président Mandela doit faire face à un chantier bien plus difficile encore, celui de la reconstruction économique. La township, c'est 3 millions d'habitants. Ces gens-là, vous n'allez pas les déplacer pour qu'ils aillent vivre ailleurs. C'est leur maison, il faut qu'ils vivent là. Donc il faut améliorer les conditions de vie. Les inégalités étaient terribles, il n'y avait pas d'électricité, c'était inimaginable. Il n'y avait pas d'hygiène du tout, pas de travail. Tout était à changer. Pour remédier à cette misère, Mandela lance alors un plan de développement pour réduire les inégalités entre noirs et blancs. Objectif, construire des logements et apporter l'eau courante et l'électricité dans les townships. Seulement malgré quelques progrès, au fil des mois, le nouveau président doit se rendre à l'évidence. Il se sentait totalement incompétent pour gérer une économie moderne. Il ne se sentait pas la capacité d'aller négocier avec le FMI des emprunts ou convaincre des investisseurs de venir en Afrique du Sud. Conscient de ses limites, Nelson Mandela va alors consacrer la fin de son mandat à préparer sa succession. Il a eu cette intelligence assez unique, là encore, au monde, c'est de ne faire qu'un seul mandat, c'est-à-dire de ne pas se dire je continuerai au-delà de mes capacités. C'est un exemple aussi qu'il donnait. Moi, je ne me suis pas battu pour gagner le pouvoir, je me suis battu pour arracher la liberté et la dignité. Et le pouvoir, il peut être exercé alternativement par les uns et par les autres. C'était quand même un vieux monsieur, hein. Pas oublier ça, même s'il a une vitalité extraordinaire, c'était quand même un vieux monsieur. Et il l'a dit et répété, il voulait se consacrer à sa famille. Il avait envie de vivre ce qu'il n'a pas vécu pendant 27 ans quand même, c'est énorme. En 1999, à 81 ans, Nelson Mandela se retire et passe le relais à Thabo Mbeki. Il le charge de continuer à œuvrer pour la redistribution des richesses et la réduction des inégalités. Pourtant, 15 ans plus tard, 20% des familles noires vivent encore avec moins de 100 € par mois et le chômage touche près de 5 millions d'Africains. Le miracle n'a pas eu lieu, mais l'espoir est toujours là. On ne peut pas effacer 3 siècles de colonisation et 50 années d'apartheid en 20 ans. C'est pas possible. L'Afrique du Sud change très vite. C'est un pays qui change tous les ans. Il y a toute une génération de Sud-Africains qui sont maintenant adultes, qui n'ont pas connu l'apartheid. Ça change tout. Et on n'est plus dans un pays qui était au bord de la guerre civile. C'est devenu un pays normal, avec des institutions démocratiques normales et avec, je dirais, une inégalité sociale normale qu'il faudra résoudre. Et ça va prendre du temps. Après son mandat, Nelson Mandela n'est pas intervenu dans la vie politique du pays,
Mais il a continué à prodiguer ses conseils quand on le lui demandait. Son ombre tutélaire a continué à planer sur les affaires du pays. Lors de l'une de ses dernières apparitions publiques pour la Coupe du Monde de football en 2010, le monde acclame un vieil homme libre mais qui apparaît affaibli aux côtés de sa nouvelle femme. Il montre la voie, toujours, évidemment. Quand Mandela souffre physiquement, quand il a des malaises, c'est le monde entier qui se retient de respirer. Parce que quelque part, il est un phare. Au crépuscule de sa vie, on peut alors se demander quelle Afrique du Sud Nelson Mandela va laisser derrière lui. Il est déjà parti, Mandela. Il n'est plus là. Il ne parle plus. Il ne sort plus. Et l'Afrique du Sud tourne. Et c'est ce que les diplomates sud-africains appellent en souriant la WAM question. What happens after Mandela? Et lui-même, il a répondu à cette question en disant « Après Mandela, la vie continue ». Le combat universel de Nelson Mandela pour la liberté, la justice et la réconciliation, et pour lequel il a sacrifié sa vie, reste à jamais exemplaire.